Bonjour à vous, je suis Maître Sodium. Aujourd'hui, nous changeons de registre avec une vidéo qui n'a pas pour but de vous faire une critique traditionnelle et acerbe d'une œuvre, mais de plutôt vous donner envie de la découvrir. Et pour cette première vidéo, nous allons parler d'une série de comics qui, à mon grand étonnement, n'a pas eu tant que ça de vidéos consacrées à elle sur le YouTube francophone. Mesdames et messieurs, voici Marshall Law. Donc, série débutée en 1987, elle est l'œuvre de l'auteur britannique Pat Mills, connu entre autres pour être un des co-créateurs du personnage de Judge Dredd, ainsi que pour ses deux séries Chat et Requiem le Chevalier Vampire. Au dessin, c'est l'artiste Kevin O'Neill, surtout connu pour son travail avec Alan Moore sur la série La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, que nous retrouvons. Et que l'on a pu aussi croiser le temps d'une petite histoire dans la série anthologique Hellraiser sortie chez Epic. Oh, Spirited. Cependant, cette série ne marque pas la première collaboration entre les deux artistes qui ont déjà signé ensemble quelques numéros du comics nommé Nemesis the Warlock chez 2000 AD, que je vous recommande si vous êtes amateur d'histoires complètement barrées et underground. Mais bref, Mills et O'Neill vont profiter de la liberté donnée par le label Marvel Epic afin de nous proposer un univers futuriste et décadent où évolue notre personnage principal, le Marshall Law, ancien super-héros reconverti en policier employé par le gouvernement et se présentant lui-même comme un chasseur de héros. Ce qui est assez ironique, vous en conviendrez, pour un comics publié par la Maison des Idées. Il était évident que si l'histoire se déroulait dans un hypothétique futur, que les auteurs n'allaient pas se contenter de faire évoluer leurs personnages dans une métropole des classiques. Ainsi, nous découvrons la cité de San Futuro, anciennement San Francisco ayant subi un séisme d'amplitude 9 sur l'échelle de Richter, détruisant plus de 60 000 immeubles et provoquant par la même occasion un raz-de-marée, qui projeta divers navires ainsi qu'un porte-avions de l'armée américaine sur la ville. Et comme si cela ne suffisait pas, un incendie se déclara sur le site nucléaire de Diablo Canyon, provoquant l'arrivée d'un nuage mortel sur ce qui tenait encore debout. De la pure fiction, bien entendu. Autant vous dire que la reconstruction ne fut pas des plus simples et que la rayonnante San Futuro prit racine juste à côté des ruines de sa prédécesseur, la changeant ainsi en zone de non-droit où les rebuts de la société les plus démunis viennent trouver refuge. L'État délaissant petit à petit ce territoire, des gangs de super-héros ne tarderont pas à imposer leurs règles ainsi que leur violence sur la population, ce qui obligera les autorités qui n'intervenaient pas jusqu'ici à monter une police secrète basée sur la vieille ville. Mais comment lutter contre des individus qui sont des surhommes ? Eh bien tout simplement en y plaçant un flic éprouvant une haine sans faille contre les super slips et possédant lui-même des super pouvoirs. Si vous trouvez que jusqu'ici la présentation de cet univers n'est pas des plus joyeuses, eh bien laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. En effet, jusqu'à maintenant je vous ai parlé uniquement du passé et du présent de la ville où opère le Marshall, mais elle n'est pas le seul élément important de background de la série. Nous sommes dans un monde où les événements des deux guerres mondiales se sont déroulés, ainsi que la montée du communisme sur une partie du globe. Et ce n'est qu'après la guerre du Vietnam que son histoire va dévier de la nôtre. En dehors de l'apparition de super-héros dits de l'âge d'or durant la Seconde Guerre mondiale. Le plus gros changement va s'opérer quand les États-Unis vont briser une à une les règles de l'éthique en matière de modification d'ADN et se mettent à créer des surhommes à la chaîne afin d'étouffer la montée du communisme en Amérique du Sud. Ainsi naît le territoire nommé la Zone, où sont envoyés tous les volontaires désireux d'acquérir des super-pouvoirs, après avoir été abreuvés de propagande utilisant l'image du public spirit. Traduit tantôt en super patriote dans la première traduction française, tantôt en esprit civique dans la seconde, il est le premier surhomme présenté au monde, parodie à peine dissimulée de Superman, il servira cependant juste à encourager les jeunes à s'enrôler dans l'armée, et finira par participer à une mission spatiale le faisant quitter la Terre durant 25 ans. Laissant donc le conflit dans la zone au bon soin de ses petits camarades.
La guerre étant la guerre, de nombreux débordements ont lieu, avec entre autres l'utilisation de tortures, d'armes chimiques, ainsi que de la violence très extrême avec laquelle les surhommes massacrent le camp adverse, marquant à jamais la mémoire de nombreux soldats et civils. Une fois le conflit terminé, les troupes sont rapatriées sur les territoires américains, et au même titre que celles du Vietnam, ils sont délaissés par l'État malgré de nombreux soldats et surhommes estropiés et souffrant de stress post-traumatique, sans parler des chiens de guerre sanguinaires incapables de se réadapter à la vie civile. Si les associations essayent tant bien de mal de monter les hospices pour les plus inadaptés d'entre eux, l'État va décréter qu'il est impossible de les mélanger à la population lambda, et se contentera de bâtir un asile pour accueillir les volontaires, et parquera les autres dans les ruines de San Francisco, où certains d'entre eux monteront des gangs se livrant à des guerres de territoire, et où les plus faibles se reconvertiront dans la prostitution, et pas seulement dans le domaine du sexe, mais aussi de l'humiliation, en servant de punching ball à des êtres humains frustrés par leurs conditions de sous-hommes. C'est un bordel. Les policiers ayant du mal à lutter contre ces nouvelles formes de crimes pourtant apparues en partie à cause de l'indifférence de l'État qu'ils défendent, finissent par créer une sous-branche dans la police secrète afin de faire face à ces super dépravés. Ils y placèrent à sa tête Joe Gilmore, notoirement connu pour sa haine viscérale des super-héros, et surtout envers ceux ayant servi à la propagande de guerre, et ayant déjà tenté de faire régner l'ordre une première fois, sous l'identité du super-héros qu'il portait dans la zone. Ainsi naquit l'individu le plus craint par tous les surhommes, le Marshal Law. Avec cet aperçu très condensé de cet univers, je présume que vous avez déjà deviné à peu près ce que les auteurs allaient évoquer et traiter comme thème. Celui de la guerre tout d'abord, et plus précisément la violence directe et indirecte des conflits, avec par exemple l'utilisation d'armes bactériologiques sur les civils ayant pour effet secondaire de donner des descendants difformes à leurs victimes, ce qui est mis en parallèle avec les expérimentations des États-Unis sur leurs propres soldats, donnant tantôt des super-héros, tantôt des individus dotés d'anomalies génétiques. On y parle aussi de corruption, avec par exemple un passage du premier arc où le Marshal se retrouve contraint par son supérieur d'abandonner son enquête sur l'esprit civique pour éviter un scandale d'État, le conduisant à s'afficher publiquement avec son suspect afin de le remercier pour son énorme don à destination d'un refuge de super-héros. Car oui, le rêve américain gangréné jusqu'à son incarnation physique, et même soutenu par l'État lui-même pourri, représenté ici par le commissaire de la ville, se définissant lui-même comme un super menteur. Si nous assistons avec cette série à la déconstruction du mythe super-héroïque comme l'avaient fait un an auparavant Alan Moore et Dave Gibbons avec leur maxi-série Watchmen, qui avait achevé sa publication le même mois que l'apparition du Marshal Law numéro 1, ici les auteurs vont encore plus loin et l'on n'assiste pas seulement à une déconstruction, mais carrément à une destruction pure et simple du mythe à coups de tractopelle, aussi bien métaphoriquement que visuellement. Car en effet, ça ne vous prendra que quelques minutes de lecture pour vous rendre compte que Mills éprouve une certaine haine envers les comics de super-héros, qui se traduira par des parodies plus qu'acides de figures connues du média, mais qui ne se résumeront pas seulement à les faire passer pour des crétins en collant, mais plutôt en les dépeignant comme des fous, des exhibitionnistes, des psychopathes coupables de meurtres et de tortures, ou encore d'infanticide. Il ira même jusqu'à mettre en scène une parodie de la Société de Justice, super-héros dit de l'âge d'or dans l'histoire nommée Super Babylon, où le Marshal Law plus nihiliste que jamais les massacrera en leur reprochant leur non-intervention dans les conflits mondiaux et les problèmes réels, et se contentant de vaincre des menaces farfelues sévissant dans leur ville. Mais l'auteur ira tout de même glisser une maigre réplique expliquant que le Marshal prend le principe du super-héros bien trop au sérieux, montrant qu'il a lui-même conscience des limites de ses reproches, et que même son héros en lui-même n'est qu'un héritier du genre et qu'il doit donc périr tout autant que les autres. Et c'est une problématique déjà bien présente dans les comics de super-héros, et certains auteurs ont déjà tenté d'y apporter une réponse, et ce, dès les années 70, avec par exemple le Superman numéro 247, titré « Superman est-il nécessaire ?», nous présentant l'homme d'acier se questionnant sur les conséquences de ses interventions sur les activités humaines, ou encore et toujours avec le personnage de Superman, dans l'histoire nommée Peace on Earth, le confrontant ce coup-ci à la famine dans le monde. Mais je sens que je commence à digresser pas mal là, donc je vais me recentrer sur les aventures du Marshal. Mais au-delà du défouraillage de super-héros en règle, la série nous propose de suivre l'évolution de son personnage principal avec beaucoup de thématiques reprises de ses homologues qu'il déteste tant. Ainsi, le thème de la schizophrénie due à sa double identité de Marshal et de civil sera traité en filigrane tout le long de la série, tout comme la question d'un potentiel héritier dans son rôle, le Marshal plongeant tout comme ses récits dans un nihilisme et une désillusion de plus en plus prononcée sur son monde et sur son existence, le poussant petit à petit à vouloir quitter son rôle. Bon, après, ça serait quand même assez mensonger de ma part de vous résumer la série uniquement comme une œuvre névrotique. Il y a une place très importante pour l'humour, que ce soit de l'humour de situation, dans la mise en scène ou dans les répliques. Le trait de O'Neill très brut viendra accentuer ce ton et sera complété par une colorisation souvent très criarde qui viendra contrebalancer les passages plus sombres, sans pour autant les désamorcer.
Les auteurs profiteront aussi de ce graphisme et de cette générosité dans les compositions des cases pour y placer de nombreuses blagues et références dans les décors et les tenues des personnages, ce qui vous retiendra plusieurs minutes sur certaines planches, le temps de dénicher tous les détails disséminés dans le dessin, permettant d'ajouter plein de petits éléments dans le background de l'univers et illustrant parfaitement la richesse de celui-ci. On peut aussi noter une volonté de rendre un hommage très appuyé au cinéma avec plusieurs histoires reprenant les trames de films tels que la saga Alien, La Revanche des Morts Vivants ou encore celle du film Seven, en changeant les meurtres qui représentaient les 7 péchés capitaux en représentation des 10 commandements, et en formant un duo d'enquêteurs avec le Marshal et Dragon. Et pour info, il s'agit bien du personnage de Savage Dragon, qui vient nous faire coucou le temps d'un crossover. Car non content de critiquer le genre du super-héros en comics, Pat Mills et Denis O'Neil vont tout de même adopter ce gimmick du genre pour nous proposer 3 histoires se déroulant à chaque fois sur 2 numéros, et nous permettant d'assister à l'apparition dans cet univers de Pinhead venu de la saga Hellraiser, Dragon sorti tout droit de la série Savage Dragon, et Big Ed, incarnation du masque venant de la série. Bah, la série The Mask. Ça casse les loulous. À la différence de crossovers traditionnels se contentant de faire s'affronter 2 personnages de différentes franchises avant de les faire s'allier face à une menace commune, et bien souvent saupoudrés de fanservice, les auteurs vont intégrer ces arcs au sein de l'histoire globale de la série et tout auront des répercussions sur le Marshal et sa psyché, continuant ainsi les intrigues lancées dans les précédents arcs. Seul ombre au tableau, ceux-ci n'ont jamais été réédités, et l'apparition du titre en général en version originale est un foutoir sans nom. Comme dit dans l'introduction de cette vidéo, la série a vu initialement le jour dans le label Marvel Epic, qui verra naître les 6 premiers numéros formant le premier arc, plus le one-shot Marshall Law Tax Manhattan. La suite paraîtra d'abord en Angleterre chez l'éditeur Apocalypse et sortira en Amérique un an plus tard chez l'éditeur Dark Horse qui publiera à son tour les 3 histoires suivantes. Arrive alors le crossover avec Pinhead qui lui sera de nouveau publié chez Marvel Epic. La série retournera alors sous le giron de Dark Horse le temps de publier le one-shot Secret Tribunal, avant de finir chez Image pour le crossover avec Savage Dragon, et retournera s'achever chez Dark Horse pour les ultimes épisodes en comics avec The Mask en 98. Non mais tu parles d'un bordel toi ? Mais le pire, c'est que ça s'arrête pas là. En 2001, Pat Mills et Kevin O'Neill font renaître le personnage dans une nouvelle illustrée sur le site Cool Beansword, site regroupant des créateurs ayant une liberté totale sur leur création et leur permettant de toucher les revenus qu'elles génèrent sans intermédiaire. Le site bénéficiait d'une partie gratuite et d'un abonnement payant afin d'accéder à toutes les œuvres et expérimentations des artistes, comptant entre autres dans leur rang. Tiens, salut Clive, ça boum ? Yes, lots. Le site ferme ses portes en 2002 et ce récit sera alors publié sous format papier en 2004 par l'éditeur Titan Book accompagné d'une seconde histoire, le tout en couleur, avant de ressortir toujours chez le même éditeur en format poche en noir et blanc avec les planches de O'Neill rabotées sur les côtés, et qui reste quand même méga dur à choper aujourd'hui. Mais il restait encore un espoir. Cet espoir était un éditeur indépendant nommé Upshelf ou Upshelf, qui avait comme ambition de rééditer la totalité de la série en un seul gros volume. Ils auraient même été en pourparlers avec les auteurs afin de coloriser l'histoire parue initialement en noir et blanc avec Dragon. Et les auteurs voulaient eux-mêmes refaire les couleurs du récit mettant en scène le combat du Marshal face à Pinhead. Mais le projet n'a jamais abouti. Pourquoi ? Problème de droit ? Désaccord avec les auteurs ? Cela étant, ce sera finalement DC Comics qui se chargera de cette réédition, ce qui crée tout de même un très beau paradoxe avec un recueil publié par DC comprenant des comics sortis à la base chez Marvel. Malheureusement, cette réédition ne republiera pas les différents crossovers avec les autres franchises, ni les 2 nouvelles illustrées. Et ils n'ont à ce jour jamais été réédités, et ce même en France, où heureusement le parcours de la série ne fut pas aussi chaotique. Dans l'Hexagone, seules 2 éditions ont vu le jour, la première en 90 sous la forme de 3 volumes en format franco-belge, qui compte quelques défauts d'impression, mais qui bénéficient d'un avantage certain, les couvertures ainsi que l'habillage graphique des livres sont des exclusivités françaises. Et ça, c'est plutôt la classe. Mais malheureusement, ces 3 tomes ne regroupent que les 6 premiers numéros de la série, mais ont comme avantage d'être trouvables à un prix plutôt bas sur le marché de l'occasion, ce qui vous permettra de vous donner un aperçu à moindre coût de ce qui vous attend dans l'édition de 2019, sortie chez Urban Comics pour 35€. Avec elle, vous avez le droit à un bout pavé reprenant l'intégrale parue chez DC Comics, avec en bonus des croquis et les diverses couvertures des recueils et singles de la série, même si on notera l'absence de la couverture exclusive du tome 1 sorti en France. C'est aussi le cas pour le Deluxe sorti en VO, faut croire que personne n'a réussi à remettre la main sur l'original, ou bien que personne chez DC a pris la peine de relire ce pavé avant sa publication. Et voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo, en espérant qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, et j'espère que nos chemins se recroiseront un de ces 4. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Salut!